Bonjour, 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 bonjour au brave peuple des États-Unis d'Israël, même au-delà, au brave peuple africain, au brave peuple du monde, partout où vous vous trouvez, partout où vous êtes, quelle que soit votre nationalité, votre ethnie, votre race, il n'y a pas de problème, bonjour à vous. Et aujourd'hui encore, on est revenu pour vous entretenir sur certaines questions. Parce que il y a des gens qui disent que ce ne sont pas les paroles qui peuvent résoudre nos solutions. Mais Dieu même a dit au commencement était la parole. Voilà, et quand les gens disent qu'il y a certaines questions qui ne nous concernent pas et qu'on se mêle de ça, mais ça c'est une grosse erreur et ça fait rire. Ça fait rire ceux qui savent en fait comment est-ce que le monde fonctionne, comment est-ce que les États sont interconnectés, comment les peuples sont interconnectés, comment est-ce que la diplomatie fonctionne, comment est-ce que les relations inter-États fonctionnent. Parce que quand des gens se lèvent pour aller s'asseoir à Abuja, pour voter des sanctions contre notre pays, mais écoutez, ce ne sont pas des gens de notre pays. Ce ne sont pas des gens élus par notre pays. Mais en vertu de quoi ils partent voter des sanctions contre notre peuple? En vertu de quoi ils partent s'asseoir là-bas pour prendre des initiatives, soi-disant qu'ils vont attaquer tel pays ou tel pays, comme ce qu'ils ont fait au Niger. Voilà, mais c'est parce que on est mutuellement concernés par ce qui se passe chez chacun. Ça, c'est important à savoir. Donc, et quand il y a des exemples, quand il y a des situations comme ce qui est survenu au Sénégal, ça sert de boussole à notre peuple pour que les gens comprennent et pour que les gens échappent à la manipulation. Parce que c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut vous entretenir sur ces questions et vous exhorter aussi à partager au maximum pour que le maximum de personnes puissent suivre ça. D'abord, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas compris? Le président du Sénégal est arrivé à la fin de son dernier mandat. Il a promis ne pas se présenter. Des indépendances à nos jours, aucune élection n'a jamais été reportée au Sénégal. Le président prend l'initiative parce qu'il est sûr que celui qu'il avait pris pour lui succéder au sein de son parti ne pouvait pas remporter les élections. Le président a pris l'initiative de reporter les élections en attendant de trouver une meilleure alternative. Pourquoi pas peut-être lui-même, comme ce que Ouattara avait fait en Côte d'Ivoire. Il était sorti pour dire qu'il n'allait plus être candidat. Il avait choisi un remplaçant. Ce remplaçant était décédé. Et il a utilisé ce prétexte pour se présenter. Bon, les gens spéculent sur les conditions de la mort du remplaçant. Mais moi, je vais pas rentrer dans ces débats. Chacun de faire son analyse. Parce que je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Voilà. Et maintenant, ces gens-là, ces Macky, Ouattara et autres, ce sont eux qui sont au sein de la CEDEAO. Ce sont eux qui votent des lois pour punir nos pays sous les prétextes que ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Sans tenir compte du contexte, sans tenir compte des autres détails, sans tenir compte des raisons, sans tenir compte du fait que le régime civil qui était là était gangréné par la corruption. C'était des régimes libérateurs des terroristes qui ont soutenu les terroristes et par la faute desquels, dans les trois pays, Mali, Burkina et Niger, les terroristes ont réussi à gagner le terrain. Parce que comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la dernière phase de stabilité des trois pays là, c'était sous des régimes militaires. Même si Tanger avait été élu, c'était un ancien militaire. La dernière phase de la stabilité du Niger, c'était sous... Et c'est après Tanger, celui qui a renversé Tanger, c'est qui Salou Jibo. Après Salou Jibo, c'était la dernière phase de stabilité du Niger. C'était sous un militaire. Et au Mali, la dernière phase de stabilité du Mali, c'était sous... Et c'était sous l'autre, là, comment il s'appelle? C'était Amadou Toumani Touré, ATT. Voilà, après ATT, c'est un civil qui est arrivé. Et comment il s'appelle encore? Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Au Mali, c'est qui est arrivé? C'est non, au Niger du moins. Au Niger, c'est Issoufou qui est arrivé. Au Burkina, la dernière phase de stabilité de notre pays, et sur le plan sécuritaire, c'était sous Zida, qui était un militaire aussi, qui était arrivé à la suite de l'insurrection tout. Et les problèmes de ces trois pays ont commencé sous des régimes civils, et ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié jusqu'à un certain niveau. Si dans nos États, les civils n'ont pas pu gérer, à cause de la corruption et de tout ce qui s'en suivait, et que des militaires ont dû, par amour pour leur patrie, à cause du risque de la disparition de nos États, ont dû prendre les responsabilités pour prendre le contrôle de nos pays, et les peuples les ont acclamés. Ce n'est pas pour une politique précise, différente de la lutte contre notre insécurité. Ce n'est pas pour une autre politique. Ce n'est pas pour, comme le président Traoré l'a dit récemment, dans son intervention avec Alain Foka, il a dit clairement, on n'a pas quitté un maître pour aller vers un autre maître. Nous sommes en train de chercher des solutions pour notre pays.
On préfère plutôt mourir que d'être esclave de quelqu'un à ce siècle. Voilà. Ceux qui sont disposés à nous accompagner, à nous aider, la porte est ouverte. Il y a des gens qui ont fait preuve de mauvaise foi, notamment la France, qui durant toutes ces décennies de crise n'a fourni aucun effort, malgré les liens historiques qu'il y a entre nous, essaie aujourd'hui de saboter notre lutte en essayant de nous faire comprendre que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Mais nous étions sur le pied des chemins quand nous étions avec vous. Parce que quand la crise a déclenché, quand la crise a commencé, plutôt que de nous aider en équipement, en formation de nos hommes, qu'est-ce que la France a préféré faire? Elle a préféré, parallèlement en soutenant les terroristes, envoyer quelques hommes pour nous espionner, soit disant que c'était pour nous appuyer. Des gens qui étaient dans leur base enfermés à Ouagadougou. C'est la même chose qu'ils ont eu à faire au Niger, au Mali. Pendant que nous vivons notre crise, après notre crise, il y a eu la guerre en Ukraine qui a déclenché. Automatiquement, dans les premiers mois de la guerre en Ukraine, ce que la France a investi là-bas, là, ça dépasse la totalité de ce que la France a investi dans la totalité de nos pays durant toutes ces années de guerre chez nous. Ça veut dire quoi? Qu'ils nous prennent pour des sous-hommes ou quoi? Nous ne sommes pas des sous-hommes, nous sommes des êtres humains. Nous avons aussi la capacité de réflexion. Et la CEDEAO, qui est son instrument, trouve un raccourci pour nous dire que sous le prétexte des élections, il va falloir imposer des sanctions aux populations, dans l'espoir que les populations se révoltent contre ces dirigeants. Pour faire quoi? Pour amener des bandits au col blanc, se faisant appeler politiciens, afin de pouvoir continuer à dominer nos peuples, afin de continuer à servir les terroristes et les aider à avancer. Parce que vous avez vu, en 7 ans, les dégâts que les terroristes ont causés au Burkina. Combien de villages ils ont occupés? Combien d'axes ils ont occupés? Combien, vous avez vu combien ils ont désorganisé notre pays, nos infrastructures et l'ensemble de tout ce qui aidait notre pays à fonctionner. Ça, c'était seulement à 7 ans. Donc, ils veulent quelques années de plus sous le leadership d'un civil irresponsable afin qu'on puisse aboutir à l'occupation entière de notre pays et de la sous-région dans son ensemble. Parce que vous avez vu, ils ont même fait un scénario concernant le Mali, et quand les terroristes occupaient le Mali, essayant de prévoir l'occupation de Bamako par les terroristes à l'horizon 2025. Mais ces gens ne nous ont jamais aimés, comme je vous l'ai dit. Ce ne sont pas des démocrates, ce sont des démocrates. Ce ne sont pas des démocrates, ce sont des démocrates. Voilà, parce qu'ils sont habités par le démon. Et tous leurs comportements montrent clairement qu'ils sont habités par le démon. Ils sont contre notre survie, parce qu'ils sont contre tout ce qui peut nous aider. Et ils ont des farfelus chez nous, comme d'habitude, parce que le colon, depuis les premières ères de la colonisation, s'est toujours appuyé sur des lâches, des renégats, de la racaille chez nous, pour pouvoir imposer une politique, pour pouvoir se faire son chemin. Alors, ils ont malheureusement ces gens, parce que ces gens aussi sont les descendants des gens qui ont aidé à assassiner Lumumba. Ce sont les descendants des gens qui ont essayé d'assassiner Sankara et autres. Ça ne peut pas ne pas exister. Ces gens-là travaillent jour et nuit pour nous désorienter, pour nous désorganiser et pour nous diviser. Nous diviser dans quel but? Dans le but d'aider les terroristes à avancer. C'est pour ça qu'ils œuvrent jour et nuit pour nous amener à douter de nos capacités. Mais la CEDEAO ou aucune autre organisation n'a pas créé notre pays. La CEDEAO aujourd'hui nous a montré son incapacité, son irresponsabilité, sa lâcheté et sa complicité avec l'extérieur, sa duplicité. Parce que regardez au Sénégal, un pays en paix, qui n'est même pas en guerre. Le président décide de prolonger son mandat de presque une année. Le monde entier regarde, ils prennent note. Les députés partent à l'Assemblée pour voter. On envoie des gendarmes pour sortir les députés du parti de l'opposition qui étaient opposés au projet de loi avant de voter. Le monde entier regarde, il ne dit rien. Le signal d'une chaîne de télévision locale a été coupé pour le fait d'avoir diffusé les images de la manifestation. Le monde entier regarde, il ne dit rien. Des candidats aux élections présidentielles ont été brutalisés, frappés, malmenés et arrêtés, enfermés. Des dizaines de Sénégalais ont été enlevés et enfermés. Le monde entier observe, il ne dit rien. Internet a été coupé. Le monde entier observe, il ne dit rien. Le cafouillage a réussi à passer. Le monde entier observe, il ne dit rien. Et chez nous, dans un contexte de guerre, parce que des individus qui travaillent à saboter notre lutte, à démoraliser nos troupes, sont par moments interpellés pour être envoyés au front afin qu'ils puissent constater la réalité du terrain, automatiquement, la CEDEAO sort de communiquer pour fustiger soi-disant des enlèvements.
la restriction des libertés. Alors qu'il y a des presses au Burkina qui ne méritent même pas d'exister. Vous le savez très bien. En comparaison à la situation sénégalaise, ce que ces gens font chez nous, le journal L'Événement, la radio Omega et autres, ce sont des presses qui ne méritent même pas d'exister. Parce que vous voyez, ce qu'ils font, ce n'est pas du journalisme en fait. Ils ont pris parti ouvertement pour les terroristes. Et tout ce qu'ils posent comme acte diffamatoire quotidiennement, en profitant de la loi et qui décriminalise, qui dépénalise les délits de presse, ils se permettent tout. Ils font tout. Même quand les impôts sont allés demander le paiement des impôts à L'Événement, les gens ont essayé de transposer ça sous l'angle ethnique. Ça montre la différence en fait. Malgré nos épreuves, malgré nos supplices, malgré nos morts, malgré tout ce que nous traversons comme situation, notre peuple est suffisamment intelligent et mûr. Et nos dirigeants aussi ne font pas d'arrestation à l'aveuglette. Il faut que les gens le poussent à l'extrême. Oui, la CEDEAO voudrait que nous permettons que les gens s'organisent pour assassiner ceux qui sont notre espoir, nos leaders, ceux qui sont notre choix. Mais non, ça ne peut pas être comme ça. Nous sommes des hommes libres qui aspirons aussi à la liberté. Parlant des élections. Et au Sénégal, Macky a reporté les élections de presque une année sous le prétexte qu'il y a un conflit ouvert entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. C'est le seul motif. Et chez nous, où des gens sont en train de mourir, où la Constitution même dit que chaque Burkinabé en âge et en droit de voter doit pouvoir exprimer son suffrage. Et que vous savez que l'insécurité a atteint un niveau où, sous des politiciens, l'insécurité a atteint un niveau où il y a des villages même qui sont inaccessibles. Même si on organise une élection demain, il y a des Burkinabés qui ne pourront pas voter. Il n'y a pas quelque chose qui peut entamer la crédibilité d'une élection plus que ça. Il n'y a pas quelque chose qui peut entamer la légitimité d'un futur président plus que ça. On a des villages qui sont inaccessibles. Il y a des villages dans lesquels nos forces de l'ordre peuvent partir. Mais le niveau de sécurité n'a pas atteint un niveau où on peut y organiser des élections. Ou bien vous voulez qu'on organise des élections avec une partie des Burkinabés sans que d'autres Burkinabés en âge et en droit de voter conformément à notre constitution ne puissent voter? C'est une violation flagrante de notre constitution. C'est ce qui a rendu nulle même l'élection de Roch en 2020. Parce qu'il y a des pans entiers de notre territoire qui n'ont pas pu exprimer leur suffrage. Et Roch a été désigné comme étant président du Burkina. Mais est-ce qu'il représentait forcément ces gens? Est-ce que ces gens ne méritaient pas de donner leur opinion? Ils ne méritaient pas d'exprimer leur suffrage? C'est ça toute la question. Les gens qui vous gavent à longueur de journée d'histoire de principes démocratiques et autres, ils ne se battent pas pour la démocratie. Ils se battent pour d'autres causes. Ils se battent pour leur ventre. Ils se battent pour pouvoir avoir l'opportunité de dominer notre peuple. Parce que ce sont les mêmes personnes qui applaudissent les coups d'État quand ce sont des hommes en cravate, costume qui les perpétuent. Ou bien des militaires à la solde de la France et de la France-Afrique. Quand Damiba a fait son coup d'État, il avait été applaudi. Ouattara l'avait reçu. Ils étaient tous contents de lui. Ils étaient prêts à l'accompagner dans tous les domaines. Le fils d'Ebi au Tchad, il est accompagné par le monde entier, alors qu'il a perpétré un coup d'État. Mais ils ne peuvent pas aimer un Sankara. Ils ne peuvent pas aimer un Ibrahim Traoré, ils ne peuvent pas aimer un Tchani, ils ne peuvent pas aimer un Goïta. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Parce que c'est aux antipodes de leurs désirs. C'est contraire à leurs ambitions de domination de nos peuples. Quand tu viens et qu'au fond de toi, tu as sincèrement envie de travailler pour sortir ton peuple de la misère et de la détresse, quand tu as envie de montrer le chemin à ton peuple, les faisant comprendre que n'écoutez pas les mensonges. Nous sommes un peuple riche, nous ne sommes pas un peuple pauvre, nous ne sommes pas un peuple faible, nous sommes un peuple fort, nous pouvons réaliser ce que les gens ont pu réaliser chez eux. Dès que tu commences ce discours, automatiquement, ils te traitent de populiste. Et qu'est-ce que les lâches comme Ouattara trouvent comme argument? Ils se cachent derrière la Russie pour essayer de faire croire au monde entier que ce sont eux l'alternative, ce sont eux que le monde doit écouter, parce que vous êtes dominé par la Russie.
C'est dans cette perspective, dans cette manipulation, que le président ghanéen est venu ici aux États-Unis pour faire comprendre à l'exécutif américain qu'au Burkina Faso, Wagner avait été déployé et que des mines avaient été octroyées à Wagner. Ce qui est un pur mensonge, un pur montage, sorti de son imagination. Ils font ça par exprès, pour se rendre incontournables. Pendant qu'au niveau du syndicat des chefs d'État de la CEDEAO, ils travaillent jour et nuit à saboter tout ce qui est principe démocratique. Moi, je sais que le président Traoré est beaucoup plus démocratique que l'ensemble de ces délinquants-là. Parce que, regardez qu'est-ce qui s'est passé. D'abord au Niger, quand Issoufou devrait partir, il a organisé un cambriolage électoral au vu et au su du monde entier. C'était Maman Ousmane, alias Nafarko, qui avait remporté les élections. Mais il a forcé les choses et dans certains bureaux de vote, le nombre de voix obtenues par Bazoum dépassait le nombre de votants. J'ai encore les PV pour imposer Bazoum. En Guinée-Bissau, lors des dernières élections législatives, le président guinéen-bissauien qui voulait modifier la constitution pour rester au pouvoir avait perdu les législatives, l'opposition les avait remportées. Pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un faux coup d'État pour dissoudre l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition. Qu'est-ce que le monde a fait? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Qu'est-ce que l'Union africaine a eu à faire? C'est ça votre démocratie? On arrive au Sénégal. Macky Sall, pour pouvoir même arriver au deuxième mandat, il a dû d'abord faire enfermer Karim Wade et Khalifa Sall, qui étaient les opposants sérieux, en les accusant de tout, pour pouvoir se retrouver sans challenger. Il a été réélu pour un deuxième mandat. Il a fini son deuxième mandat. Maintenant, on approche aux élections. Je ne supporte pas forcément Sanko. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Il attrape Sanko sous différents prétextes farfelus enfermés. Et malgré le fait que Sanko soit enfermé, il se rend compte aujourd'hui qu'il risque toujours de perdre l'élection. Parce que le remplaçant de Sanko ou d'autres candidats sont beaucoup plus favoris, beaucoup plus aimés par le peuple sénégalais que lui, son choix. Qu'est-ce qu'il faut trouver comme alternative? Il décide de changer les choses, de repousser l'élection de presque une année pour pouvoir s'organiser et se préparer. Qu'est-ce que le monde fait? La CEDEAO l'applaudit et le félicite, soit disant que c'est la bonne mesure. Alors que chez nous, on coupe l'électricité aux gens, on gèle les avoirs de nos États sous le prétexte que les élections ont été reportées. Mais l'amour qu'il y a entre nous et nos militaires qui ont fait le choix de prendre les responsabilités, personne ne peut détruire ça. Et vous devrez même réfléchir par vous-même. Dans tous les trois pays où ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir, qu'est-ce que ces pays-là ont en commun? Ces pays ont quelque chose de concret en commun. Il y a un terrorisme qui est là, qui endeuille nos familles, qui occupe nos villages, qui a passé des années sous le leadership du régime civil et qui ne reculait pas. Et vous voulez que les fils dignes du pays s'asseyent et vous observent le fait. Vous avez vu, en fait, ces politiciens ne veulent pas des militaires conscients à la tête de nos pays. Ils ont toujours été contre ça. Ça, c'est leur principe, c'est leur moyen de fonctionnement. Parce que pour eux, le militaire est un objet qu'ils peuvent utiliser à leur guise, comme ce que Macky est en train de faire au Sénégal. Utiliser les gendarmes à l'intérieur de l'hémicycle pour priver les députés de leur droit de vote. Et malgré ça, le monde entier ne dira rien. Les gens accepteront ça comme si c'était normal. Au-delà de ça, et vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, quand, après la dissolution de l'Assemblée nationale par Mbalo, il a fait envoyer l'armée pour occuper la télévision nationale, la radio nationale, pour dire que c'était pour sécuriser le changement de direction. Mais ils adorent les militaires qu'ils peuvent utiliser. Mais ils n'adorent pas les militaires qui ont conscience de leurs responsabilités, de leur amour pour le peuple. C'est pour ça qu'ils passent tout leur temps à chercher chez nous, à recruter des militaires lâches qui sont prêts à se soumettre, à se courber devant la France-Afrique et se faire mettre pour pouvoir freiner l'avancée de notre peuple, pour pouvoir mettre un terme à notre dynamique. Ils sont systématiquement contre tout ce qui arrange nos peuples. Ils sont systématiquement contre tout ce qui peut nous aider à être des hommes libres. Mais c'est pas nouveau. Quand les gens travaillaient, œuvraient pour l'indépendance, il y avait certains
qui jour et nuit œuvraient pour convaincre nos concitoyens que non, si le colon part, si le blanc part, c'était leur expression, le blanc, si le blanc part, c'est pas bon. Il faut que le blanc reste. Parce qu'avec le blanc, il peut nous montrer ci, il peut nous montrer ça. Les gens n'étaient pas convaincus de leur capacité à s'auto-administrer. Il a fallu que les gens osent. Et parmi les gens qui ont osé, d'autres l'ont payé au prix de leur vie, comme le cas de Lumumba que j'ai cité. Ils ont osé donner espoir à leur peuple, leur faire comprendre que vous avez la capacité de vous auto-administrer puisque vous avez des cerveaux. Vous êtes des êtres humains, vous pouvez être autant ou plus dynamiques que ceux qui sont venus vous coloniser par la force. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre ère où l'esclavage est devenu autre chose. On n'a plus besoin d'amener des maîtres blancs de l'extérieur. On recrute juste des blancs à la peau noire au niveau de nos pays pour garantir notre soumission et nous dominer permanemment. Et créer des problèmes immédiatement et systématiquement à tous ceux qui vont vouloir ouvrir les yeux des gens. Mais aujourd'hui, c'est arrivé à sa limite. Parce qu'on a des héros qui sont là. On a des héros qui sont là, qui ont fait le choix de sacrifier leur vie pour qu'on puisse s'en sortir. Malgré le terrorisme qui a été imposé pour nous occuper, nous avons compris et nous avons fait le choix de prendre les bonnes décisions afin que notre peuple puisse s'en sortir. Mais dans ça, il faut être lâche pour trahir ces gens. Aujourd'hui, la situation actuelle montre à chaque citoyen conscient et soucieux du devenir de notre patrie, du devenir de ses enfants et de ses petits-enfants, qu'il n'y a pas meilleur chemin que celui que nous avons emprunté. Le chemin de la souveraineté, le chemin de la réalisation de nos vœux par nous-mêmes, le chemin de l'accomplissement de notre rêve commun. Peu importe là où tu te trouves dans le monde, ton cordon ombilical, s'il a été enterré sur le sol africain, tu dois te lever et t'associer à ceux qui sont sur le terrain et qui ont accepté de mettre leur vie dans la balance pour que d'autres puissent survivre. Nous n'avons même pas besoin quotidiennement de rappeler que nous sommes fiers de nos hommes qui combattent au front. Sans eux, nous ne sommes rien. Ce sont eux qui sont le pilier de cette révolution. Mais chacun d'entre eux doit comprendre que personne ne doit vous diviser. Ce qui les dérange aujourd'hui, c'est le leadership. Le chemin qui est en train d'être montré par ces jeunes décidés à en découdre avec la domination, à en découdre avec le néocolonialisme, à en découdre avec la France et ses vieilles pratiques. Ça, c'était le message que j'avais à vous passer ce matin. Et je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager, pour que le maximum de nos concitoyens puissent avoir accès à ce message. Portez-vous bien et excellente journée.